TV Auxois, c'est un journal tout en couleurs que j'ai le plaisir, pour la toute première fois, de vous présenter en ce mois d'octobre, particulièrement riche en événements et en émotions. Un mois teinté de rose pour la grande cause, d'or, de rouge et de vert pour nos forêts. Une merveilleuse invitation de la nature pour célébrer l'automne comme une fête. Au sommaire de ce 127e numéro, mobilisation générale pour Octobre Rose, le trail des sources de Louche, immersion sur le tournage de la série Nourrice, rencontre avec une jeune centenaire, l'accordéon dans tous ses états à Bligny-sur-Ouche. Honneur à une mobilisation qui ne cesse de s'amplifier chaque année en notre territoire. On ne présente plus Octobre Rose, campagne annuelle de sensibilisation au cancer du sein, instaurée dès 1985 aux États-Unis avant de s'exporter dans de nombreux pays. Nos équipes étaient présentes, pour certaines d'entre elles, depuis le lancement de l'opération à Pouilly jusqu'au roulage sportif sur le circuit de Pouilly-Maconge, en passant par un concert à Anteuil et une croisière petit-déjeuner à bord de la Big Baude. À Anteuil, on vit au rythme de l'eau qui s'écoule de la grotte du Bel-Affreux. La source pétrifiante est peut-être le symbole de ses habitants. L'eau vive reflète le dynamisme d'un petit village de 62 âmes qui soutiennent à leur manière le mouvement Octobre Rose. Une initiative qui a pris naissance en 1985 aux États-Unis sous l'impulsion de l'Association américaine contre le cancer et d'une entreprise de chimie britannique. Mais il faudra attendre 1991 pour que l'américaine Charlotte Allais distribue des rubans qui deviendront le symbole de la campagne. En 1994, Octobre Rose arrive en France porté par le magazine Marie-Claire et l'entreprise de cosmétiques Estée Lauder. À Anteuil, initiée par la maire Aurélie Séguin, la mobilisation est totale. Pour soutenir la cause, une tombola est organisée autour d'un concert débridé des Cœurs d'Ouche. Comme un frisson dans le dos, c'est mon point faible, mon credo. Je suis la roqueuse de diamants. Et tant pis si les voix s'éraillent au fil du concert, l'ambiance est bien là et le public est conquis. Je n'avais pas 15 ans. C'est la première fois qu'Anteuil fait cet événement pour Octobre Rose. Enfin, même si on est une petite commune, on peut faire de grandes choses. On n'a pas besoin d'être une grande ville pour soutenir la Ligue contre le cancer. Je pense qu'on est tous touchés par cette maladie, nos proches, les amis, les voisins. Donc il faut vraiment soutenir cette cause comme on peut et du mieux qu'on peut. Mais ce concert n'était que la dernière séquence d'une mobilisation qui a débuté dès le début de l'après-midi. On a eu un débat à 14h animé par le docteur Dancourt. Ensuite, le point Ligue Pouilly-Bligny-Arnay s'est présenté. À 15h, on a eu une balade conté avec notre Janine nationale, Contes et légendes d'Anteuil. À 16h, on a eu une démonstration de Zumba avec les Zumbettes de Bligny-sur-Ouche, que je remercie infiniment pour leur venue. Et là, depuis 18h, il y a le concert avec les Cœurs Louches. Elle trouvait le plus beau de Saint-Jean. Elle restait brisée, sans volonté, sous ses baisers. Et quand le soir tombe doucement sur Anteuil, on ne souhaite qu'une chose, que la mobilisation soit encore plus importante, ici ou ailleurs. C'est important pour moi que les communes de la Comcom se mobilisent pour la cause. L'année dernière, c'était à Bligny-sur-Ouche. Cette année, c'est Anteuil. Toutes les petites communes peuvent y arriver, donc l'année prochaine, à Quiltour. C'est du lourd, hein, on fait. Bien sûr, on ne s'est pas quitté, mais tout au long de cette année, plongé dans ma semi-retraite, ça a tourné dans ma tête, me suis dit, j'ai pas tout donné.
Notre territoire multiplie les initiatives en faveur d'Octobre Rose, permettant à chaque acteur, institutionnel, associatif ou individuel, de naviguer sur un même bateau, celui de la mobilisation pour la recherche contre le cancer. Et c'est d'autant plus vrai lorsque le bateau s'appelle la Bilbaude 3333. Et en ce dimanche matin frileux, 42 passagers étaient plutôt heureux d'embarquer pour une croisière petit déjeuner 100% locale au départ de Pouilly, dont l'intégralité des bénéfices est reversée à la Ligue contre le cancer. À bord, nous avons retrouvé l'équipage habituel du bateau. Alain le capitaine, Rosangela la matelote, secondée pour l'occasion par Estelle, venue en renfort. Le café se devait d'être chaud, les jus de fruits rafraîchissants et les croissants délicieusement parfumés et teintés de rose, créés spécialement pour l'occasion par la boulangerie Le Rouge de Pouilly-en-Auxois. Au programme, le passage sous la voûte, commenté par Rosangela, et la traversée d'une écluse. A débuté précisément en 1825. Au départ, ils ont estimé une durée de 150 ans pour finir les travaux. Une découverte pour nombre de passagers, en particulier des plus jeunes. Nous avons souhaité participer à l'opération Octobre Rose lancée par la communauté de communes avec la ville de Pouilly, l'Union des commerçants et les associations locales pour pouvoir participer au don qui va être fait par l'ensemble de la collectivité à la lutte contre le cancer du sein. Donc c'est une balade de 2 heures avec un petit déjeuner. C'est aussi une opération qu'on souhaitait tester pour potentiellement le lancer l'année prochaine au niveau du bateau promenade. Au service des grandes causes ou pour valoriser le patrimoine fluvial de notre région, la Bilbaude 3333 n'est pas prête de jeter l'ancre. Et c'est sur la piste de Maconge que tous les partenaires d'Octobre Rose ont jeté l'ancre pour clôturer ce mois d'initiative dans notre territoire. Non, sans avoir organisé une dernière animation riche en sensations et émotions fortes. Aujourd'hui, c'est une journée qui est organisée au profit de la Ligue contre le cancer du sein, donc pour Octobre Rose, ce qui est déjà une cause qui est vraiment importante. Et c'est aussi organisé par Elle Compétition, qui est là pour mettre en avant les femmes dans le sport auto, parce qu'il y en a, on les voit pas beaucoup, mais justement l'idée c'est de les montrer qu'elles sont là et qu'elles sont aussi bonnes pilotes. Et effectivement, on les a vues et côtoyées tout au long de la journée, ces pilotes femmes. Par leur générosité et leur engagement, pas moins de 256 baptêmes ont permis au public venu en nombre de goûter à l'ivresse du roulage sur circuit et parfois de vaincre une certaine appréhension. Disons que l'impression était plutôt sympa. Moi, c'était une première pour moi, donc quelque part, oui, c'était bien avec la Porsche. Là, c'était plutôt rigolo. Une bonne poussée. Alors, un petit peu plus calme parce qu'en fait, c'est mouillé aujourd'hui, mais autrement, non, une bonne impression. Et alors que le soleil déclinait, le bilan dressé par Yves Courteau, président de la communauté de communes Pouilly-Bligny, est apparu très satisfaisant pour ce millésime. Déjà une solidarité exceptionnelle sur l'ensemble de tout notre territoire. Et puis tous ces pilotes, toutes ces pilotes, puisqu'il s'agit de pilotes femmes, qui sont venus pour cette cause, parce que n'oublions pas qu'elles aussi, elles payent, et ce qu'elles payent vont être immédiatement reversés sur le chèque que nous allons remettre à la Ligue tout à l'heure. C'est vrai qu'en tant que femme, j'adhère complètement à cette belle cause et je suis très fière que les femmes qui ont eu leur permis de conduire bien après les hommes participent à cette course. Ce sont des bonnes pilotes. La journée s'est terminée par la remise d'un chèque conséquent à la Ligue contre le cancer, dont la présidente du comité de Côte d'Or a adressé des messages importants à l'Assemblée. J'aurais une pensée émue pour la dame pilote que je ne connaissais pas, mais qui est malheureusement décédée du cancer du sein il y a quelques mois. Je veux quand même vous donner de l'espoir. La recherche, elle avance bien. C'est important qu'on se mobilise tous, par votre générosité, par votre présence, sur le fait qu'il faille se faire dépister très régulièrement. Ça peut sauver des vies, il faut le savoir, et c'est très important pour ça. Merci vraiment du fond du cœur pour le comité de Côte d'Or de la lutte contre le cancer. Merci. En ce dernier dimanche du mois d'octobre, la commune de Bligny-sur-Ouche accueillait la première édition du Trail des Sources de Louche, une nouvelle épreuve imaginée par Beaune Athlétisme 21.
en partenariat avec l'Office de tourisme Pouilly-Bligny, la commune de Bligny-sur-Ouche et avec le soutien de la communauté de communes Pouilly-Bligny et du comité départemental d'athlétisme de la Côte d'Or. Une première édition s'inscrivant dans la dynamique du tout nouvel espace trail de Louche à l'Ossois, inauguré en mars dernier. Pour ce premier rendez-vous, 4 parcours attendaient des sportifs novices ou aguerris, jeunes ou toujours jeunes. C'est à guichet fermé, comme on dit dans le milieu sportif, que s'est couru le premier trail des sources de Louche à Bligny. Toutes les places mises aux inscriptions ont été réservées. C'est ainsi que, dès 9h, 500 participants, répartis sur 4 épreuves, se sont élancés de demi-heure en demi-heure, selon une organisation millimétrée, grâce, bien évidemment, aux nombreux bénévoles sur le pont ou dans la forêt. Sans les bénévoles, il n'y aurait pas d'épreuve tout simplement. Ils sont l'essentiel de l'organisation. On compte une 50aine de bénévoles. Il y en a encore quelques-uns qui s'inscrivent là en dernière minute. Au programme, 3 épreuves de trail et une randonnée. Pour l'organisation, d'un point de vue administratif, c'était majoritairement le club Bon Athlétisme. Après, on avait comme support la mairie de Bligny, le territoire de la Comcom qui s'est occupé de créer l'espace trail en mars dernier. Et d'un point de vue administratif de course, c'était Bon Athlétisme avec un très gros support de la mairie de Bligny-sur-Ouche. Pour cette première, on est très satisfait. On a fait complet sur tous les dossards qui étaient disponibles. Petite déception de la météo, mais bon, c'est un temps d'automne. Avec aussi de magnifiques couleurs d'automne que les participants ont pu apprécier sur ces circuits tracés en partie dans la forêt de Bligny, que certains ont peut-être moins pris le temps de savourer. Compétition oblige. On était un groupe de 6-7 jusqu'au 7-8e. Après, on s'est échappé à 3. Et après, j'ai eu un coup de moins bien entre le 26 et le 30. C'était plus en survie qu'en gestion, la fin. J'ai bien aimé le parcours. Dommage qu'on ait eu un petit peu la pluie là, sur la fin. Et puis sur le plateau, avec le vent, c'était un peu froid. Mais sinon, c'était sympa. Un peu humide, mais bon, c'est pas pour me déplaire parce que j'aime bien quand c'est un peu technique, un peu joueur. La course, on est parti assez vite. On s'est retrouvé à 2 devant. Au 25e, ouais, dans une descente, je suis parti tout seul. Et puis après, j'ai fini la course tout seul jusqu'à l'arrivée, quoi. À l'issue des podiums, et grâce à cette réussite, l'édition 2026 était déjà dans les pensées des organisateurs et des trailers. La gare de Bligny et son train touristique ont connu ce mois-ci une effervescence particulière avec les premiers tournages d'une série de fiction intitulée Nourrice, qui sera diffusée l'année prochaine sur France 2. 60 techniciens, artistes, figurants et un imposant plateau technique ont suscité la curiosité des riverains et celle des reporters de TV Auxois. C'est une histoire de chez nous, l'une de celles qui marquent une époque, une région. C'était au XIXe siècle quand les nourrices morvandaises participaient à la renommée du Morvan lorsqu'elles accueillaient chez elles des enfants de l'assistance publique ou partaient vers la capitale pour se mettre au service des riches parisiens. Une histoire d'hier digne d'un film d'aujourd'hui. La gare du chemin de fer de la vallée de Louche à Bligny s'est ainsi transformée durant 4 jours en plateau de cinéma dévolu au tournage d'une série de fiction qui sera diffusée l'année prochaine. Une équipe de tournage imposante a envahi la petite gare, mettant à contribution l'équipe du train touristique. Pour la petite et la grande histoire, la gare de Bligny est devenue celle de Corbigny et le train un omnibus pour Dijon. Attention au départ! Pour Christine de Bourbon-Busset, productrice, il faut aller vite. Les tournages sont à flux tendu. Nous avons 10 jours et demi de tournage par épisode. Il y a 6 épisodes, donc nous arrivons à 63 jours de tournage. Donc on sillonne donc Paris, la région Île-de-France, Besançon, le Morvan. Et nous sommes en tout une soixantaine. Qu'y a-t-il au générique ? Nous avons Lula Coton-Frappier, nous avons Barbara Probst, nous avons Jonathan Zakaï, nous avons David Kamenos, Lorena Tellier,
Nous avons également Olivia Cotte, Cécile Réboa, Alexia Giordano, nous avons Baptiste Carion-Weiss, nous avons Ralph Amoussou, nous avons Younes Boussif, et j'en oublie sûrement. Ce tournage, il se passe merveilleusement bien. On est hyper heureux. Cette équipe, elle est merveilleuse. Pouvoir rencontrer ce train et les gens qui s'en occupent surtout et avoir accès à tout ça, c'est sublime. On est hyper heureux. Je joue le rôle de Rose. Et Rose, c'est une fille qui va faire un choix tragique dans sa vie. Et de ce choix va découler toute l'histoire. Évidemment, regardez la série, je ne vais pas vous dévoiler ce choix, sinon ce serait un petit peu dommage. En plus, il arrive assez vite, fin de l'épisode 1, je peux me permettre. Donc je pense que le cliffhanger pourra vous attraper assez vite. Et voilà. Et c'est une fille un peu, on pourrait dire un peu oie blanche au début, même si avec un très fort caractère et tout ça, et qui va se découvrir et l'histoire va la porter à plein d'endroits. Les héroïnes, ce sont les nourrices. Et qui dit nourrice dit bébé. Un appel à figuration avait été lancé dès cet été. J'ai trouvé ce casting sur Internet. J'ai vu qu'il y avait un tournage dans la région et qui recherchait des bébés. Et comme ma fille avait l'âge requis, j'ai postulé. Son tournage a eu lieu de la première fois hier et on est revenu aujourd'hui. Et voilà, là après ça sera terminé pour nous. C'est pour elle et elle aura son petit cachet quand elle sera majeure. C'est combien un cachet pour un bébé? Elle est payée 140 € pour la figuration. Combien de vrais bébés dans son âge? Alors je n'ai plus le chiffre exact, mais on a au moins une vingtaine parce qu'on tourne de septembre à décembre. En fait, on a différents bébés pour le même rôle, pour alterner parce qu'ils ne peuvent pas tourner très longtemps. C'est 1 heure de tournage par bébé. Et alors quand un bébé pleure, ça il faut tout refaire? Non, on s'adapte au bébé. S'il pleure, c'est pas grave. S'il fait la sieste non plus, on fait avec en fait. On enlève les doudounes. Un tournage déjà sur les rails de la réussite. Et action train. Réalisé par Savina Delicourt et Vania Le Turc, d'après un scénario d'Alexandra Eskenazi et Vincent Robert, produit par Lincoln TV pour France 2, Nourrice sera incontestablement une grande série télévisuelle et une vitrine pour Bligny-sur-Ouche et le chemin de fer de la vallée de l'Ouche. « 100 ans, un âge symbolique chez l'être humain. Un âge où les souvenirs se confondent avec le présent, où la présence des enfants, arrière- et arrière-petits-enfants, suscite des questions sur leur avenir et celui de la planète. À quoi rêve-t-on lorsqu'on est une jeune centenaire? Notre président a recueilli les confidences de sa tante centenaire, habitant à Pouilly-en-Auxois et originaire du village de Blancet. Un proverbe russe dit que pour devenir centenaire, il faut commencer jeune. Ma grand-tante Louisette, elle, a trouvé que la bonne année pour naître était 1925. Je peux pas croire que j'ai 100 ans, moi. Je sais pas. Ça me fait un drôle d'effet. 1925, il y a 7 ans à peine, l'armistice de la Grande Guerre était signé. La vie prenait sa revanche. C'étaient les premiers embouteillages à Paris. Harold Lloyd galvanisait les foules dans les salles obscures. Les jeunes dansaient le Charleston, venu tout droit de l'Amérique si lointaine, popularisé chez nous par l'immense Joséphine Baker aux Folies Bergères. Louisette grandissait durant les années folles, cette décennie du renouveau économique et culturel. Mais pour elle, c'était sans musique ni flonflon, dans un coin perdu de Bourgogne, où le temps semble s'être arrêté. Je suis née à Blancet le 4 septembre 1925, chez mes parents. Blancet, une petite maison, une famille de 12 enfants. À l'époque, on n'avait pas peur d'en faire. Les néo-écolos actuels, adeptes du No Kids, tomberaient en pâmoison. Pour nourrir la famille, le papa, Pierre Meuriot, travaillait de ferme en ferme en tant que saisonnier et bouilleur de cru à 16 heures.
Et Amélie, la maman, née de parents inconnus et qui a grandi en famille d'accueil à Sossaux, élevait ses enfants avec courage et dévotion. Je suis toujours restée à Blancé jusqu'à 15 ans. Il y a 15 ans, on m'a placée pour travailler. Tu as travaillé dans quoi? J'ai travaillé chez Moreau à Toré. C'est la ferme, l'hôpital. À l'âge de 15 ans? Oui. Et c'était pour faire quoi? Pour faire tout. Pour donner à manger aux cochons, aux poules, aux lapins, traire les vaches à la main, à ce moment-là. Et puis aller au foin dans les prés. Et puis décharger les foins aussi, à 15 ans. C'était pas marrant, mais enfin, il fallait le faire. Jusqu'à 22 ans. Non, 21 ans. C'est à 4 km de Blancé, à Torray-sous-Charny, que Louisette travaillait durant son adolescence, à la ferme de l'Hôpital. Une très ancienne exploitation agricole, achetée au XVIIIe siècle par l'hôpital d'Ally-Sainte-Reine. Après, je suis partie, et puis on s'est mariés à 23 ans. Et Jean-Claude est né en 50. Qu'est-ce que ça représente? Parce qu'on ne peut pas s'imaginer de se dire « j'ai 100 ans ». Je dis que je ne sais pas, parce que je n'y crois pas. Je ne peux pas croire que j'ai 100 ans, moi. Est-ce que l'enfance était heureuse? Oh ben, pas malheureuse, non. Surtout avec maman. Mais vous étiez combien à la maison? Ah ben moi, quand je suis née, soi-disant qu'il y avait Marie et Denise. Quand je suis née, hein. Alors je me rappelle pas, là. Puis après, ben, on était de 2 gens. Et puis mes sœurs, quand elles venaient en vacances, ça, c'était vraiment beau. Parce que la maison n'était pas grande. Ah ben non, non. Alors, moi, je couchais avec maman, et je couchais dans un lit en fer à côté de la cheminée. Maman, elle s'occupait de ses enfants, puis elle faisait des lessives à côté. Elle lavait au lavoir. Et même l'hiver, quand il faisait très froid, elle y allait aussi. Son linge gelait à côté d'elle. Puis papa était journalier. Après, il y a eu les années sombres, il y a eu la guerre. Ah ben, j'avais 15 ans. Et comment ça s'est passé à Blancé, alors? Ah ben, je sais pas. On a dit qu'il y avait justement une bombe qui était tombée à l'Antillère. Ah ben, à l'Antillère, oui. Je sais pas en quelle année. Sûrement je sais pas, peut-être en 40, 42, j'en sais rien. Hein. Quelle est pour toi la meilleure période que tu as vécue? Il n'y en a pas beaucoup. Tu as combien d'enfants, de petits-enfants et d'arrière-petits-enfants? Ben, j'ai 4 enfants, 8 petits-enfants et 22 arrière-petits-enfants, 3 arrière-arrière. Qu'est-ce que tu aimerais leur dire maintenant? Que je leur souhaite beaucoup de courage parce que, avec tout ce qu'on voit, Tu penses que la vie est plus difficile que celle que tu as connue? c'est plus dangereuse. Pourtant, on a une ère, je dirais, de confort. Oui, tout le monde a quand même son confort aujourd'hui. Quand on était au réservoir, on n'avait pas d'eau, pas d'électricité. Louisette a vécu une partie de sa vie en couple ici, dans cette maison réservée aux gardiens du réservoir de Cersei. Il fallait supporter le froid de l'hiver et le confort spartiate, où seul le gaz permettait de s'éclairer, de se chauffer et de cuisiner. Qu'est-ce que tu aimes faire actuellement? Faire des mots fléchés. Je regarde un peu la télé, mais pas. Je regarde pas de films. D'abord, c'est des films à moins de 10 ans, alors je peux pas. Ah oui, interdit aux moins de 10 ans. Et les actualités, tu les regardes? Oh, un petit peu, oui. Un petit peu. C'est pas mon choix.
Blancet, là où aimaient se retrouver les 12 frères et sœurs et leurs descendance. Les années heureuses sont les années perdues, écrivait Marcel Proust. Voilà un petit cadeau qui devrait te faire plaisir. Que tout le monde était beau et que j'aimais beaucoup. On était tous élégantes quand même. Il y a André, il y a Fernande, il y a Marie, il y a Denise, il y a Juliette, Marcel. À quoi rêvent les aïeuls d'aujourd'hui ? Une centenaire à qui un reporter lui demanda le secret de sa longévité lui a répondu « Une longue habitude de tout vous remettre au lendemain ». Lorsque deux accordéonistes de renommée internationale qui se sont produits sur les plus grandes scènes du monde, du Japon à l'Amérique du Sud, donnent un concert à Bligny-sur-Ouche, l'émotion est au rendez-vous. Gérard Delalot a rencontré les artistes Samuel Garcia, enfant du village, et Frédéric Langlais, son ami et frère de cœur. Un moment de partage exceptionnel avec le public qui a permis de découvrir des compositions originales créées par le duo virtuose et de découvrir ou redécouvrir l'accordéon et le bandoneon. Bonjour à tous, on est ravis à Bligny-sur-Ouche d'accueillir Samuel Garcia, Frédéric Langlais pour le duo FLSG. Un concert attendu, très attendu depuis longtemps, qui se passe donc grâce au soutien de la mairie bien sûr, du conseil départemental de la Côte d'Or. Et c'est un grand moment aujourd'hui pour nous d'accueillir ces deux artistes de renommée internationale. Là, je suis un peu le régional de l'étape, parce que j'ai commencé ici à faire les balles, j'avais 13 ans, dans cette salle. Et il y a un petit peu d'émotion de rejouer ici en 2025 pour les habitants de Bligny-sur-Ouche. Et grâce à Camille, il y a des émotions qui vont ressortir cet après-midi. Bon, tu vas me présenter ton acolyte. J'ai pas dit alcoolique, j'ai dit acolyte. Fred Langlais, qui est un accordéoniste réputé mondialement, internationalement, un sacré musicien et puis un frère de cœur. Depuis 27 ans qu'on joue ensemble. C'est le bon. Je suis clermontois d'origine, donc je suis pas si loin que ça. Clermont-Bonne. Malgré tout, ça nous a toujours... on s'est jamais servi de cette distance comme d'une excuse pour ne pas se voir ou pour ne pas répéter. On a toujours eu beaucoup de plaisir à créer ensemble. Et de plus en plus ces dernières années, d'où la sortie d'ailleurs de notre nouvel album, de tous ces concerts qui se concrétisent depuis 5 ans maintenant. Je suis accordéoniste donc, bandonéoniste également. Donc voilà, j'essaye vraiment de diversifier les horizons et j'y trouve beaucoup de plaisir. Alors, il me reste simplement à vous souhaiter un superbe après-midi. Merci à toi. Merci beaucoup. Ça va être un très bon après-midi. Je dirais pas chauffe Marcel, mais chauffe Samuel. Presque. Avant de nous quitter, un bonjour de notre président à tous nos fidèles téléspectateurs depuis la Guyane française où il en profite pour soigner un petit rhume de saison sous le soleil de l'équateur. La forêt sud-américaine d'Amazonie, la plus grande au monde, porte bien son nom. L'eau est omniprésente et permet à cette végétation luxuriante de s'épanouir comme nulle part ailleurs.
Bienvenue en Guyane, plus exactement dans les marais de Caux. Une biosphère qui abrite sur 95 000 hectares près de 500 espèces d'oiseaux, mais aussi nombre d'autres animaux, dont les caïmans noirs, les plus grands crocodiliens d'Amérique du Sud, pouvant atteindre 6 mètres de long. Caux, c'est une petite bourgade accessible uniquement en pirogue. De 6 000 habitants dans la fin des années 50, ils ne sont plus qu'une cinquantaine. Pour préserver cette nature exceptionnelle, les marais de Caux sont devenus la 3e réserve naturelle de France par sa superficie, après celle des Nouragues, elle aussi en Guyane, et des terres australes françaises. Je tenais à vous adresser cette petite carte postale d'Amazonie, là où le ciel, la terre et l'eau se confondent dans un éblouissant festival de lumière. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.